pour me présenter, parce que voilà, c'est les aléas du direct. Alors pour me présenter, je suis Charlotte Battiston, je suis la cofondatrice aujourd'hui d'un cabinet de management de transition adossé qui fait partie aujourd'hui du groupe Fab Group. C'est un cabinet de management de transition qui a une existence d'un peu plus d'un an maintenant. Et nos enjeux aujourd'hui, comme l'a précisé la DG de LinkedIn, c'est vraiment de répondre aux enjeux stratégiques, aux réorganisations complexes de nos clients et de nos managers de transition. Et notre solution, c'est bien évidemment aujourd'hui d'être efficace et de proposer par l'intermédiation de managers de transition. En raison d'une identité très forte et très holistique, on avait envie aujourd'hui de répondre à ces enjeux environnementaux et d'impact, également de la RSE, et de dire, voilà, aujourd'hui, face aux nouveaux contextes et réorganisations, on avait besoin aujourd'hui de former des managers de transition et également de les faire agir dans ces contextes et dans ces périodes de changement qui sont la RSE, la transition écologique. Pour ouvrir cette conférence, je vais proposer à Hélène Orliac de prendre la parole. C'est la fondatrice de CAP 2030. Voilà, CAP RSE 2030. Et elle a passé 8 ans en tant que directrice des programmes RSE chez Chanel. Merci, Hélène. Merci, Charlotte. Je t'en prie. J'en y arrive, elle est passée là. Voilà, c'est bon. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. J'ai l'honneur et l'avantage de vous parler de RSE, ça c'est un plaisir. De passer la première, c'est beaucoup moins un plaisir. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous donner quelques éclairages sur la RSE et comment on peut l'aborder à travers le management de transition justement et quelles sont nos convictions sur ce sujet-là. En effet, j'ai travaillé 8 ans chez Chanel en tant que directrice de programme RSE. J'ai également fondé mon activité pour être manager de transition et aujourd'hui, j'accompagne des entreprises, plutôt des petites et moyennes entreprises, dans l'élaboration de leur stratégie RSE. Et c'est vraiment passionnant. C'est très intéressant de transposer des modèles acquis dans un grand groupe dans des structures un peu plus petites. Je dis ça pour démystifier un petit peu le sujet. Et j'ai eu la chance de démarrer la RSE en 2011, c'est-à-dire un an après la publication de la norme ISO 26000, qui est un peu la norme de référence, même s'il y a beaucoup d'autres normes et référentiels qui se sont créés, mais qui se sont beaucoup basés là-dessus. Je vais un petit peu vous raconter l'histoire. Donc, comment comment accompagner les dirigeants vers un impact positif, tout un programme. Et pour cela, je vais d'abord vous expliquer pourquoi devons-nous penser impact positif, parce que malheureusement, le monde se rend compte d'un certain nombre d'impacts très négatifs et de bouleversements. Je suis sûre que vous ne les découvrez pas, puisque vous connaissez tous ces sujets-là, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas regarder la situation du monde, le problème des ressources qui sont en train de s'épuiser. D'ici la fin du siècle, il n'y aura plus ou très peu de ressources fossiles, très peu de minerais dont on a besoin aujourd'hui pour développer nos activités. Nous assistons à la violation des droits humains. Vous avez certainement en tête ce qui s'est passé au Rana Plaza avec la mort de centaines de jeunes femmes qui étaient des ouvrières manufactures qui travaillaient pour des grandes marques occidentales parce que leur bâtiment s'est écroulé sur elles, parce qu'il n'y avait aucune attention portée sur ce type de choses. Je ne vous parle pas du changement climatique, plus 1,1 degré aujourd'hui depuis l'ère pré-industrielle, des projections du GIEC, si on ne fait rien, qui projettent un réchauffement à plus de 4 degrés, donc des zones totalement inhabitables d'ici la fin du siècle. Et d'autres experts pensent même que ça pourrait monter à 6 ou 7 degrés, donc extinction. Notre modèle de développement et surtout celui des générations à venir risque quand même d'être très, très, très perturbé. Le burn-out des employés est un vrai sujet. Une étude, je
je ne me rappelle plus le nom de qui, mais en tout cas, pourrais la retrouver, montre que le nombre d'employés qui sont en burn-out a doublé en un an en 2021. Ça correspond aujourd'hui à 44% des employés dans les entreprises en France. Et cette étude a été aussi doublée par une autre qui pense qu'il pourrait y en avoir encore plus. Aujourd'hui, 12% de la population active en France est en risque de subir un burn-out. C'est quand même énorme. Ça veut dire que ça pose question sur le modèle économique et sur l'organisation de nos entreprises. Nous vivons la 6e extinction de la biodiversité. Une extinction de biodiversité, c'est 75% des espèces qui disparaissent. S'il y a 74% des espèces qui disparaissent, on n'a pas d'extinction. 75 et au-delà, on a une extinction. C'est quand même gros. Et on est en train de la vivre, et c'est la première fois qu'il y a une extinction qui est liée à l'activité humaine et qui se passe si rapidement. Donc il n'y a pas le temps de remplacer par d'autres espèces. Et puis la pollution, vous avez tous entendu parler de la pollution par les plastiques, on est en train d'engendrer un monstre. La Fondation Ellen MacArthur annonce qu'il y aura en 2050 plus de plastique dans l'océan qu'il n'y aura de poissons. Et pourtant, ces problèmes-là, ils sont connus depuis longtemps. Un tout petit rappel de l'histoire. En 1953, le premier rapport sur le business éthique a été publié par un chercheur, par un Américain. Est-ce que je suis en avance là de phase? Oui, c'est juste avant. Ah, il se passe quelque chose là. Bon, ben, je n'ai plus de slides à vous montrer. En tout cas, le débat est resté politique depuis très longtemps. Donc, première étude en 1953. Il n'y a pas encore un siècle, mais quand même 80 ans. Il a été suivi, alors je n'ai pas les dates toutes en tête, je ne suis pas historienne, mais il a été suivi par une première conférence qui a montré sur l'environnement, qui a montré l'impact de l'environnement et qui a ensuite permis la création d'une autre conférence qui a permis d'avoir le... On va pas le voir. Ça arrive, ça arrive. Alors là... Bravo. La première conférence des Nations Unies sur l'environnement en 1992, on a dépassé les 30 ans. 2002, le sommet de la Terre de Johannesburg, vous avez peut-être en tête pour certains, en tout cas, la maison brûle et nous regardons ailleurs, Jacques Chirac. C'est pas vieux, c'est pas récent non plus. En 2002, le protocole de Kyoto, première fois que les Nations Unies prennent cette conférence prend un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et prend conscience du problème du réchauffement climatique. En 2015, les accords de Paris et la COP 21 avec la définition d'une trajectoire pour réduire et contenir le réchauffement climatique, même pas l'arrêter, parce qu'on sait qu'on ne peut pas l'arrêter, mais au moins le réduire à 1,5 degré. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, une situation de bouleversement économique énorme, une prise de conscience politique depuis très longtemps, et pourtant on en est encore là. Qui c'est qui a la clé aujourd'hui? C'est ceux qui agissent. Christopher Hogg, qui est chercheur et président affilié à HEC, a dit, dans un rapport qu'il a publié, dans un article qu'il a publié récemment, que nous ne sommes plus au temps de la prise de conscience. Ce temps-là est dépassé, nous sommes au temps du faire et de l'expérimentation. Qui c'est qui peut faire? Ce sont surtout les citoyens, bien sûr. Les politiques, on le voit, ils peuvent faire des choses, mais s'ils ne sont pas suivis par l'action, ça ne peut pas marcher. Et ce sont les acteurs économiques, les entreprises. Faire de la RSE, entreprendre une démarche de responsabilité sociétale d'entreprise, c'est un moyen d'agir, de réduire tous ces impacts négatifs et d'avoir un impact positif. Ce sera la seule définition que je vous donnerai. C'est la définition de la Commission européenne. Il y en a plein d'autres. Une définition de la RSE, mais prenons celle-ci. Un concept qui désigne l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes. C'est vraiment quelque chose de court. C'est un peu comme le jeu de Go. La règle est très simple, la mise en œuvre est très compliquée.
Alors, qu'est-ce que ça n'est pas, la RSE? La RSE, ça n'est pas juste une opération de communication. On l'a vu dans beaucoup d'entreprises. On met des jolis panneaux, on fait des grandes déclarations, on peint un produit cosmétique avec un beau verre et puis de l'eau qui coule et on dit mon produit, voilà, c'est ça, je fais de la RSE. Non. La RSE, ça n'est pas non plus une démarche qui vise à culpabiliser les collaborateurs d'une entreprise en leur imposant des dictats du type il ne faut plus manger de... Je vous dis ça parce que je l'ai vécu. Il ne faut plus manger de viande à la cantine, il faut venir en vélo, il ne faut plus... Enfin bref, et puis en fonction de ça, on ne peut plus avoir les corbeilles dans les bureaux, il faut aller ailleurs. On ne leur pose pas la question, on leur impose des dictats comme ça, un peu culpabilisants d'ailleurs, en leur disant qu'ils seront évalués sur leur capacité à mettre tout ça en place. Non, ce n'est pas ça la RSE non plus. La RSE, ce n'est pas une démarche de greenwashing qui tend à aller à avoir une action extrêmement éthique, responsable sur un domaine qui représente 1/10 des activités de l'entreprise. La RSE, c'est en fait, au départ, c'est d'abord une vision, c'est une conviction, c'est un concept qui intègre tous ces enjeux et toutes ces préoccupations sociales, sociétales et environnementales. C'est une direction, c'est une démarche d'entreprise qui doit toucher tous les collaborateurs. C'est prendre en compte la performance globale d'une entreprise. Au départ, une entreprise, elle a un système de gouvernance, excusez-moi, c'est un peu petit, mais ce n'est pas très, très grave, c'est un système de gouvernance qui lui permet de prendre des décisions. Ça, on est tous d'accord, c'est comme ça que fonctionne l'entreprise. Et elle prend des décisions, a priori, qui sont bonnes pour elle et pour son activité économique, son objectif étant de faire du profit. La RSE ne me remet absolument pas en cause cet objectif et ce modèle-là. Mais elle suppose de prendre aussi en compte la performance sociale et environnementale, c'est-à-dire qu'elle prend cette gouvernance, l'entreprise prend aussi des décisions pour le bien-être et pour l'intérêt de ses collaborateurs. Elle prend en compte aussi, elle prend des décisions qui permettent de minimiser ses impacts et de prendre en compte l'environnement dans son modèle de décision. C'est un peu ce qu'on appelle la performance globale d'une entreprise, qui doit être équilibrée entre une performance économique, sociale et environnementale. Après avoir vu un peu ce concept et cette définition un peu large de ce qu'est la responsabilité sociétale d'une entreprise, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Comment on fait en pratique pour mettre en place une démarche de RSE? D'abord, c'est un vrai défi, parce que les démarches RSE, puisque les politiques s'en sont préoccupés depuis longtemps, commencent à avoir une avalanche de règles, de normes, de référentiels, de labels, de certifications, tous plus ou moins contraignants pour obtenir les certificats et les labels. Et le défi, c'est de faire de la RSE quelque chose qui n'entrave pas les entreprises, qui n'entrave pas leur créativité, qui n'entrave pas leur innovation et qui ne les mettent pas en risque, et notamment les petites ou les moyennes entreprises qui vont de plus en plus devoir mettre en place ce type de démarche. Donc ça, c'est déjà le premier défi. Les facteurs de succès d'une démarche RSE qui soit réussie, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète un peu, c'est une vision stratégique, qui soit vraiment portée, incarnée par la direction, et qui fasse du sens. La quête de sens est très importante, c'est-à-dire qu'il y ait la cohérence entre ce que l'entreprise fait, ce qu'elle exige de ses collaborateurs. Le sens, c'est vis-à-vis aussi d'un comité de direction pour convaincre, pour avoir une vision juste. Et puis le sens pour un dirigeant, c'est aussi être en phase avec ses propres valeurs, parce que tout le monde, les dirigeants aussi, sont tous des citoyens qui ont leur chemin. Donc déjà, c'est avoir une vision globale qui fait ce sens. C'est une gouvernance RSE aussi, une capacité à dialoguer avec les autres instances de direction pour évaluer les actions, les budgets nécessaires, faire les bons arbitrages, les bons choix, apporter les bonnes réponses. Les facteurs de succès, ce sont des équipes mobilisées. Faire de la RSE avec un expert, 2-3 associés, et tout ça dans un bureau, ou même, je dirais presque un cabinet d'experts, mais qui travaille seul, ça ne marchera absolument jamais. Il faut absolument embarquer toutes les équipes. C'est avoir accès à des expertises techniques aussi. On ne fait pas une ACV comme ça, on ne fait pas un bilan carbone comme ça. On n'improvise pas ça. Et ce n'est pas faire de la RSE que de faire des mesures. Faire des mesures, c'est monter sur une balance.
À partir de là, on n'a ni grossi ni maigri. On est sur la balance. Donc, il faut avoir la capacité et l'expertise pour faire les mesures qui sont nécessaires, pour comprendre ce qui se joue. Mais il ne faut pas nécessairement se perdre dans des calculs et des mesures. Et enfin, il faut quand même une responsabilité RSE qui soit incarnée dans l'entreprise, qui manage, qui anime. Et une responsabilité RSE dans l'entreprise, c'est quelque chose d'un petit peu complexe. C'est une fonction qui suppose d'avoir une vision à la fois stratégique, mais aussi très opérationnelle, d'être capable d'aller dans les métiers, de travailler avec les gens, de comprendre ce qu'ils font au quotidien. La valeur ajoutée d'un directeur, d'une directrice RSE, c'est de porter une vision, c'est d'être capable de travailler de façon transversale avec plusieurs métiers. C'est aussi la capacité à mettre en place un dialogue avec ce qu'on appelle les parties prenantes externes de l'entreprise. Mais il y a des difficultés pour un directeur RSE. C'est aussi la difficulté, la première, c'est dans la plupart des entreprises le manque de compréhension de ce qu'est la RSE. L'autre difficulté, c'est le manque de moyens, de ressources qui sont allouées à cette fonction. Et enfin, c'est un champ de compétences qui est devenu tellement large que c'est difficile d'en comprendre et de connaître tous les sujets qui sont abordés par la RSE. C'est donc pas si simple de mettre en place pour une entreprise un directeur RSE et de faire monter en compétence quelqu'un en disant on va faire 8 jours de formation et tu seras un bon directeur RSE. En revanche, la démarche RSE, elle suit un schéma assez classique que je résumerai en 4 phases. C'est un résumé que je propose, il n'est pas parfait. Il y en a peut-être d'autres, mais il permet de comprendre un petit peu comment se passe la démarche et entre guillemets, elle se répète. Après, chaque phase va s'adapter à chaque entreprise, mais il y a une trame à suivre. On ne peut pas improviser une démarche RSE, on ne peut pas commencer par la fin, ça ne marche pas. La première phase, c'est de faire un état des lieux, de poser un diagnostic, c'est-à-dire analyser la pertinence des enjeux, faire ce qu'on appelle l'analyse de matérialité. On parle maintenant de double matérialité. Ensuite, c'est d'élaborer une vision, mettre en place une gouvernance. Pour élaborer une vision, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi dans 5 à 10 ans? Quel est mon modèle de transformation? Comment je pilote ma transformation? À quoi je suis prêt à renoncer si je veux mettre en place une démarche RSE? J'ai travaillé chez Chanel. Chanel a arrêté de produire des sacs à partir de peaux exotiques qui utilisent des serpents, l'a annoncé, a arrêté de produire de la fourrure, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on a une démarche RSE et continuer de travailler avec des animaux qui sont... et c'est pas vrai, on n'élève pas des crocodiles, c'est assez compliqué d'élever des crocodiles ou d'avoir des... Franchement, j'ai vu ça, ça ne marche pas hein, dans la jungle d'aller élever des crocodiles, ils s'échappent, en fait, on va chercher des œufs dans des nids sauvages et en fait, on ne protège pas ces animaux-là en faisant de l'élevage. C'est ce qu'on appelle du greenwashing. Une fois qu'on a un état des lieux, une vision, on sait où on va. L'état des lieux nous permet de fixer les priorités. À ce moment-là, on définit ses axes stratégiques, sa feuille de route, une feuille de route, des responsables, des délais, des budgets, enfin, ça vous connaissez. On l'exécute, on la pilote. On met en place des groupes de travail parallèles sur les sujets qui sont un peu complexes ou qui nécessitent des compétences complémentaires. Très important, les petits pas. Beaucoup de chefs d'entreprise avec qui j'ai pu travailler m'ont dit il faut d'abord identifier quels sont les quick wins, les petits pas, pour pouvoir monter petit à petit les marches. Et ça commence par on essaye, on prend un présentoir, on le fait en matière recyclée. Je parle de présentoir, j'ai travaillé dans les cosmétiques. On le fait en matière recyclée, on en fait 10, on voit si ça marche, après on en fait 20 et puis on en fait beaucoup plus. Et enfin, on travaille sur le bilan et la communication interne pour continuer à mobiliser ses collaborateurs, communication externe quand c'est nécessaire et c'est souvent pertinent, on est quand même dans l'ère de la communication et là où nous sommes, on ne peut pas ne pas parler de communication externe. Le bilan, c'est complémentaire à la communication. Le bilan, c'est d'abord un bilan chiffré, c'est comme en comptabilité. On pose les chiffres, on pose les résultats, on les démontre. On a des preuves. Et à partir de là, seulement on peut communiquer. J'avais un patron qui disait, faire un rapport RSE, ce n'est pas communiquer, c'est d'abord faire un bilan. Après, on en extrait autre chose et on communique.
Voilà ce que je proposerais comme déploiement. Et pour aider les entreprises à mettre tout ça en place, en fait, rien ne vaut l'expérience. C'est ça. Alors, l'expertise est nécessaire, et l'expertise, ce sont tous les cabinets d'experts en bilan carbone, en ACV, en achat responsable, voilà, enfin, tous les gros cabinets d'experts qui sont extrêmement doués dans leurs analyses et dans leur conception de modèles. Mais il y a aussi de l'expérience, et ça c'est différent, et c'est du management de transition qui peut le faire, parce qu'un manager de transition qui a 10 ans d'expérience verra peut-être mieux que quelqu'un qui l'a jamais fait. Ça veut pas dire que quelqu'un qui l'a jamais fait ne peut pas apprendre, hein. Mais ça veut dire que c'est une autre manière de faire. Et je suis convaincue que le management de transition a un impact, c'est-à-dire pour de la RSE pure ou pour d'autres métiers qui doivent intégrer des enjeux RSE. On pense aux achats responsables, on pense à la finance, on pense au RH. Le management de transition permet réellement d'intégrer, parce que c'est une transformation de l'entreprise et que ça touche vraiment à son modèle d'affaires. Je passe donc la parole à Laurence, qui va nous en parler. Je vous remercie. Merci. Donc, merci Charlotte et merci Hélène. Merci Laurence. Et bonsoir à tous. Je suis comme Hélène membre d'un collectif majeur de transition à impact. Et vous allez voir que on est des profils complètement différents, avec des expériences complètement différentes. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que majeur de transition, c'est tous les métiers possibles et qu'on représente toutes les fonctions possibles dans une entreprise. Donc mon parcours à moi, c'est ingénieur de formation avec un cœur de compétences initiales, développement commercial. Et grâce à ça, j'ai un ancien collègue de mes premières amours chez Danone qui est là. Et grâce à ça, j'ai pu, il y a 20 ans déjà, entrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, la logistique inversée, et toutes ces problématiques liées à l'allongement de la durée de vie des produits et la gestion de la fin de vie des produits. Donc j'ai fait de la conception de modèles d'affaires innovants, leur mise en place, leur développement, leur transformation le cas échéant. Et croyez-le ou pas, rapidement, ce sont devenus les niches métiers les plus contributeurs en rentabilité des entreprises. N'oubliez pas. Donc, nouveau modèle innovant, au cœur de l'économie circulaire et de la fonctionnalité égale valeur. Déjà. Donc, depuis 6 ans, je suis le management de transition, surtout en programme de transformation diverses et variées dans différents environnements. Et mon leitmotiv, c'est au-delà de la RSE, parce qu'il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai aussi été directrice de développement durable d'un groupe du CAC 40. Ça a duré 10 mois et on m'a expliqué qu'on était là pour communiquer et pas pour faire de lobbying et pas pour faire. Donc j'ai dit, ah bon, d'accord. Les choses ont beaucoup changé. Néanmoins, moi, c'est faire changer les modèles d'affaires. Et pourquoi ça? C'est parce que faire moins mal ne suffira pas. Alors, je ne vais pas vous faire un cours ni sur le dérèglement climatique, ni sur l'effondrement de la biodiversité, ni sur les incertitudes et les turbulences géopolitiques, climatiques et autres auxquelles nous allons être de plus en plus soumis et que nous allons subir de plus en plus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'au travers de ça, moi, j'ai forgé mon moteur, mon ambition, c'est de contribuer à construire un monde qui soit à la fois vivable et souhaitable, socialement juste, et sinon, à quoi bon? Ouais, c'est ça, sinon, à quoi bon? Hélène nous a parlé des débuts du développement durable et de la RSE. Vous avez tous en tête ce fameux schéma avec 3 cercles, avec au centre notre fameuse ambition, soyons à la fois économiques, écologiques et socialement responsables. Oui, mais quand même, ça laisse entendre qu'on peut être un peu à la marge quand même. Hein. On peut encore être soit écologique, soit social et surtout économique. Et donc maintenant, j'ai découvert ça il y a 1 an de Christophe Samples, que je redécouvre aujourd'hui dans une formation que je suis sur l'économie régénérative. C'est un des principaux concepteurs de cette formation. C'est la soutenabilité forte. L'idée, c'est quoi? C'est que
on ne peut pas avoir un système économique durablement, entre guillemets, qui peut durablement vivre et se développer dans un corps social dégradé. Et ça, je crois que les exemples donnés par Hélène l'ont montré. Mais on ne peut pas non plus imaginer une société qui puisse se développer dans un environnement dégradé. Et donc, en fait, il faut réencastrer les trois systèmes, écologique, social et économique. Et du coup, la question, c'est, si je prends cette décision, quel est mon impact écologique? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Si la réponse est positive, ok, deuxième question. Cette même décision, quel impact social elle aura? Positif ou négatif? Si c'est positif, alors troisième question. Est-ce que mon impact économique sera positif? Alors je peux y aller. Et c'est exactement l'inverse qu'on nous a tous appris à faire, enfin que moi on m'a appris à faire depuis très longtemps. Hein. C'est d'abord économique, après social parce que c'est quand même assez confortable, et l'écologie, c'était vraiment le cadet ou le dernier des soucis. Donc voilà, donc apprenons à renverser notre logique. Alors l'économie régénérative, je vais trois mots aujourd'hui. Le premier c'est régénératif. On en parle beaucoup, ça devient la nouvelle tarte à la crème. L'idée, entre guillemets, c'est quoi? C'est que les systèmes économiques doivent contribuer demain à la régénération du vivant. Pourquoi? Parce que nous sommes une économie de volume, extractive, que nous consommons des ressources et que nous ne les rendons pas, ni à la nature du vivant, enfin ni au vivant, ni à la Terre en tant que telle. Donc on nous demande de réduire drastiquement nos impacts négatifs. On a parlé des bilans carbone, des ACV et tout ça. Et puis de l'efficience énergétique. Ok, très bien. Mais quand on aura fait tout le chemin, et encore le chemin il est immense, mais quand on aura fait tout ce chemin, pour autant on n'aura rien rendu. Et donc, comme on dit, le jour du dépassement, il sera toujours en milieu d'année. Donc il faut aller chercher des impacts positifs, aller au bout du bout des impacts, de la réduction des impacts négatifs et chercher des impacts positifs au travers des modèles régénératifs. Le deuxième mot, et alors là vous allez rire parce que ça va paraître être, entre guillemets, à l'inverse de ce qu'a dit Hélène sur la performance. Moi j'ai été nourrie à la performance. Recherche de performance, recherche d'optimisation. On a constamment des points d'optimisation et j'en ai mené plein et j'en ai sponsorisé plein. Bon, et ben là, je viens d'apprendre que dans un monde fluctuant, en fait, si on regarde ce que fait le vivant, il sait que pour être robuste, c'est-à-dire pour durer dans un monde fluctuant, il faut être robuste et pas performant. Donc, il faut être sous-optimal. Alors, on a montré le cas typique de la photosynthèse des plantes. C'est totalement sous-optimal puisque ça n'a que 2% de rendement. Donc, nos panneaux solaires, en 20 ans, ils sont montés à 15%. Donc, on est quand même vachement fort. Oui, la différence, c'est que, alors c'est la physique quantique qui le dit, en étant que sur l'absorption des rouges et des bleus aux extrêmes, en fait, grâce à ça, ça marche tout le temps. Ça marche quand il pleut, quand il n'y a pas de soleil, quand il y a du vent, tout ce qu'on veut. Nos panneaux solaires, excusez-moi, mais dès qu'il n'y a plus de soleil, ça ne marche plus. Donc, si on veut que quelque chose marche durablement dans toutes les fluctuations, puis en plus, il y a les feuilles elles-mêmes. Imaginez une entreprise, ça bouge tout le temps à l'intérieur. Et bien une feuille, pareil, ça bouge tout le temps. Les cellules, elles se divisent, elles se créent, elles meurent, elles bougent. Mais c'est pareil. Donc, pour résister à ces fluctuations internes et externes, il faut de la robustesse. Alors je me suis dit, ok, alors dans ce que j'ai fait, finalement, à quel moment suis-je allé chercher de la robustesse plutôt que de la performance et qu'est-ce qu'on y a gagné? Alors j'ai pensé à deux cas. Un, donc dans mes histoires de gestion de parcs d'emballage réemployables, là pour l'industrie automobile, donc les flux équipementiers vers usines automobiles, c'était une offre de service où on savait qu'on avait de la demande, mais dont on ne maîtrisait pas tous les paramètres de croissance, d'expansion territoriale, de tout ce qu'on veut. Et donc, j'ai dit, OK, il faut tailler une organisation qui puisse résister à tout ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Et donc, j'ai dit, on a plein de projets transverses à mettre en place. On doit être en permanence capable de repenser notre adaptabilité. Et donc, les managers vont prendre tous 30% de leur temps sur ces projets transverses. Mais vous allez aussi tous tailler votre organisation sur les compétences clés, surtailler à 15%. De sorte que le temps masqué, on oublie. Le temps masqué, c'est rigolo 5 minutes, hein, mais ça ne marche pas durablement. Donc, si on veut être capable d'être agile, et donc d'avoir cette vraie performance globale,
il faut être d'abord robuste. Et puis sur un outil de planification tactique et opérationnelle, c'est-à-dire comment on organise qui livre qui, à quel moment, de quoi, comment, pour que ça coûte le moins cher possible, parce qu'on ne vit dans ce métier-là que si on optimise à la fois la taille du parc d'emballage, 40% moins cher, enfin moins important que si chacun avait son parc, et si on dépense beaucoup moins en transport des emballages vides que si chacun devait faire ses allers-retours. Donc ça demande beaucoup de calcul. J'avais un expert à 100%, et la partie prenante suivante, le maillon suivant dans la chaîne de valeur, qui disait « Moi, j'ai besoin, pour pouvoir travailler sereinement, que tu me donnes tous les jours ton plan 1 heure plus tôt. » Du coup, la demande, il n'y avait que 3 critères pour dire sur ce programme. C'est « Ok, je veux donc pouvoir mettre en place un système qui produise tous les jours 1 heure plus tôt pour faciliter la vie du maillon suivant de la chaîne de valeur. » Moi, j'y gagnais rien. Je veux par contre ne pas avoir mon super expert à 100% là-dessus, parce que sinon je ne l'ai pas sur autre chose. Et puis s'il est malade, s'il part en vacances, comment je fais? Par contre, j'ai aucun problème. Je ne veux pas plus de perf économique. Je veux juste, tant qu'à faire, obtenir au moins le même niveau que ce qu'il arrive lui à faire avec Excel. Et donc c'était ça les 3 critères. Et donc on est bien dans la robustesse. Robustesse pour nous, et robustesse et facilité pour la partie suivante dans la chaîne de valeur. Ben, je peux vous assurer que grâce à ça, on gagne de la valeur. Le 3e mot, c'est potentiel. Alors, je pense que vous, comme moi, enfin, en tout cas, moi, c'est sûr, pareil, j'ai été élevé à la résolution de problèmes. On a un problème, on le résout. On a un gros problème, on le découpe en morceaux et on va résoudre chacun. Donc, la question, c'est vous êtes dans la phrase « Les problèmes sont aux interfaces », ce que je disais encore, moi, il y a 1 an, il y a 6 mois, où le potentiel est aux limites. Alors ça veut dire quoi? La Terre, quand elle était recouverte d'eau, la vie s'est développée sous l'eau. Quand les terres ont commencé à émerger, évidemment, il n'y avait pas de vie. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas tout d'un coup un crocodile ou un petit machin qui est sorti de l'eau et tout d'un coup qui s'est dit c'est vachement bien dehors. Hein. La vie a développé, a profité de cette limite, cette frontière, pour développer une nouvelle forme de vie qui a vécu à la frontière. Et puis après, on est passé de l'autre côté. Et donc, l'innovation, la créativité, la capacité à aller chercher le plein potentiel d'une situation, c'est aux limites. Donc en fait, il faut arriver à se dire, ok, finalement, jusqu'à présent, je pensais que dans mon petit silo, j'étais vachement bien. Et bien maintenant, non, c'est au travers du travail avec toutes les autres parties prenantes, en allant travailler aux limites que je vais gagner. Et donc là, pareil, je me suis dit, alors qu'est-ce que j'ai fait dans lequel je peux me dire que ça, j'ai appliqué au moins une fois? Et ben, là, c'était une histoire de bac en plastique, cette fois-ci pas pour l'automobile, mais pour les fruits et légumes. Vous voyez tous les bacs en plastique qu'on a dans les rayons des fruits et légumes, qui, il y a donc 25 ans, ont remplacé les cartons et les cagettes en bois. Pour mettre en place quelque chose comme ça, il faut évidemment que ce soit économiquement rentable pour le prestataire et pour les différentes parties prenantes. Mais certaines sont naturellement gagnantes, d'autres sont a priori naturellement perdantes. Donc déjà, il faut faire un gâteau qui soit grand et qu'on puisse le partager. Et puis, il faut aussi résoudre des petites questions de marketing. Et il a fallu, par exemple, 6 mois pour se mettre d'accord sur la couleur. Quelle couleur de bac? Et oui, pour que tout le monde accepte de dire « Ok, on va avec ce bac, on va mutualiser », parce qu'en fait, c'est pas là qu'on va créer notre propre singularité, notre propre différenciation. L'autre cas, c'est dans une mission plus récente sur l'optimisation de la gestion des transports amont, livraison des fournisseurs amont, des équipementiers vers des usines. C'est comment on fait pour baisser la facture. Donc ça, c'était objectif purement économique, mais je me dis, bon, si on fait moins de camions, moins de kilomètres, quelque part, c'est mieux, donc ok. Et tout le système visait à donner de la flexibilité et donc à donner des moyens d'optimisation aux donneurs d'ordre, sans se préoccuper de la partie prenante fournisseur et de savoir si elle allait pouvoir s'en sortir ou pas. Donc l'objectif, il était vraiment que d'un côté. Et à un moment où j'arrive, j'ai dit, écoutez, et je suis en me disant de ma agente de transition, je dis, je pense que c'est orthogonal. Elle m'a dit, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a repensé l'ingénierie des transports, la stratégie achat-transport, et à la fin, elle m'a dit, Laurence, ça tombe bien,
tu vas venir faire la vente au transporteur. Parce que nous, on n'y croit pas du tout, ils vont jamais accepter. Et moi, j'ai dit, mais si, ils vont accepter. Ils vont accepter pourquoi? Parce que vous croyez, parce que voilà, ils vont pas accepter parce que ils vont croire qu'on les manipule. Ils vont croire qu'on veut encore se prendre la plus grosse part du gâteau. Ils vont croire tout ce qu'on veut. Je dis non, non. Moi, ils vont pas savoir où ils vont. Et j'ai moi au contraire, je dis on se rapproche de leur modèle d'affaires. La vente a duré 30 minutes. 30 minutes, le VP m'a dit, Laurence, c'est super, c'est exactement comme ça, c'est notre modèle d'affaires. On est beaucoup plus à l'aise là-dedans. Ça va nous permettre de travailler avec beaucoup plus d'efficience. Et donc, le service sera meilleur pour moins cher, pour un coût moins cher. Donc, nous, on est tout contents, c'est super. Et donc, les acheteurs, derrière, ils étaient sidérés. J'ai dit, ben oui, vous avez simplement changé votre relation avec votre partie prenante, votre mode de discussion. Et au lieu de travailler sur un petit gâteau, de plus en plus petit, parce qu'il y a de plus en plus de coûts, et savoir qui va récupérer, comment vous allez pouvoir récupérer la plus grosse partie ou conserver votre partie, là, le but, c'est d'augmenter la taille du gâteau. Et quand on aura trouvé le potentiel de la situation et qu'on aura augmenté le gâteau, alors après, on peut regarder comment on se partage tout ça. Le troisième, enfin plutôt le dernier mot, justement, c'est transformer le modèle économique. Je reviens sur ce que j'ai au début. Ma conviction, c'est que on est obligé, si on veut aller vers la fameuse transition écologique et sociale, si on veut atteindre nos objectifs, si on veut faire du régénératif, la RSE, ça ne suffira pas. Il faut rentrer dans le dur, il faut rentrer dans les opérations, il faut rentrer dans le business. Il faut déranger. Et donc, on a tous une question. C'est quand on a soit une mission, soit un job, se dire, OK, quelle est l'intention derrière ce qu'on me demande? Quand on me demande d'aller baisser la facture de transport, je me dis, OK, l'intention, elle est purement économique. Moi, je vais pouvoir en tirer quelque chose, mais c'est purement économique. Mais si on se dit, OK, je veux changer mon modèle d'affaires pour aller vers du régénératif, si à la fin, on se rend compte que c'est que de la com, moi, c'est no way. Donc, quelle est l'intention? La vraie intention. Pourquoi? Parce que c'est pareil, ça part du haut. Si l'eau, il n'est pas convaincu avec sa tête, son cœur et ses tripes, hein, c'est pas possible. Ensuite, on a tous un frein. C'est notre capacité à l'autolimitation. C'est pareil, moi j'étais dopé et shooté au développement commercial, à la croissance, à plus de business, enfin plus, quoi. Bon. Et donc, comment on apporte plus de valeur avec moins de volume? Alors j'ai eu la chance, moi, de travailler sur des modèles d'affaires avec justement, je pesais 1,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise en question et j'ai rapporté la rentabilité avec mon activité pour nourrir la moitié de la boîte sur un modèle d'économie de la fonctionnalité. Donc ça rapporte de l'argent. Par contre, il faut le prendre de manière systémique, comme disait Hélène, et le faire bien. Mais voilà, il faut aussi se dire à un moment, si je grossis trop, si je grossis trop vite, si je grossis trop loin, si je pousse trop, ça n'a plus de sens. Et en plus, je ne sais plus le manager en plus. Et donc, le premier chemin qu'on a tous à faire, bah oui, c'est dans la tête, hein, c'est notre transformation intérieure. Et d'où ce questionnement, c'est et moi, finalement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait, et demain, si je devais refaire, est-ce que je ferais pareil? Il faut aussi, comme le monde est complexe, accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, parce qu'on ne peut pas tout prédire, on ne peut pas tout contrôler, et il faut donc apprendre à aimer le complexe. Ça ne veut pas dire après, parce qu'il ne faut pas confondre complexe et compliqué. Depuis 30 ans, on se gargarise de problèmes complexes. En fait, non, c'est juste compliqué. Puis du coup, on les découpe en petits morceaux et on les traite un par un. Et dès qu'on en traite un, en fait, qu'on optimise un, et ben, il fragilise le reste. Donc, aimer le complexe et l'appréhender dans la complexité. Un modèle d'affaires circulaire, par définition, quand vous touchez à un endroit quelconque de la chaîne de valeur, vous touchez à tout. Donc, vous apprenez vite à aimer le complexe parce que sinon, vous en sortez pas. Et donc là, je me suis dit, tiens, en fait, pareil. Est-ce que j'ai dans mon exemple un moment où j'ai assumé pleinement l'imprévisible? Est-ce que j'ai assumé de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir, de ne pas être le grand Manitou? Et alors, voilà, c'était ça. Le symbole, c'est ça, je l'ai encore sur mon bureau, donc 30 ans après, 20 ans après. Kaleido. Kaleido, un programme de transformation de la BU parce qu'on savait qu'on allait avoir de la croissance
de l'extension géographique, des nouvelles offres, plein de trucs nouveaux, différents, des nouveaux outils. Mais on ne savait ni dans quel ordre ça allait apparaître, ni l'intensité, ni le moment. Et donc on dit, bah, c'est comme un kaléidoscope. Le kaléidoscope, c'est facile, hein. Vous avez là, il y avait 5 pierres avec nos couleurs. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on a en main. Et par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quel ordre. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, c'est normal de ne pas tout maîtriser. Le tout, c'est qu'on est une équipe et qu'on va se mettre en situation d'être adaptable, d'être agile, d'être vigilant, et au fur et à mesure, de vivre bien. Et en fait, vous voyez, ce Kalido, il est toujours dans mes mains. Donc vive l'imprévisible et vive la complexité. Et enfin, je vais reprendre une phrase de Delphine Gibassier, qui est une économiste et une chercheuse, et qui, elle, justement, dit ce qui compte, compte. Et donc, qui dit donc il faut compter des choses qu'aujourd'hui, on n'apprend pas à compter. Donc, pour compter ce qu'on emprunte à la planète et qu'on ne lui rend jamais. Et elle s'est rendue compte un jour, puisque ça n'existe pas, je vais le faire. Moi, je vais dire, c'est un peu pareil. Hein. Puisque ça n'existe pas, je vais le faire dans les modèles d'affaires. Voilà. Merci beaucoup. La petite blague, on salue nos amis de Carrefour s'ils sont en live. Aujourd'hui, il y a prescription. Voilà, c'était de l'humour. J'ai rencontré il y a quelques mois 2 jeunes femmes avec un projet, une construction d'entreprise. Et j'ai souhaité les faire participer aujourd'hui parce que elles sont sur un sujet, pour le coup, très sociétal et très social. Et je vais leur demander de me rejoindre ici et de prendre la parole. Et je vais changer la slide. Voilà. Et il s'agit, d'Isabelle et de Vanessa. Je leur laisse la parole. Voilà. Merci Charlotte. Mais je vous en prie. Bonsoir à toutes et tous. Et nous sommes vraiment ravis avec Vanessa d'être ici ce soir pour vous parler justement du volet social de la RSE avec une approche innovante et qui touche vraiment aux conditions de travail, au bien-être au travail, mais aussi à l'engagement et à la motivation des collaborateurs. Pour me présenter, moi je suis Isabelle Guégan. J'ai construit tout mon parcours dans les études médias en direction commerciale, développement et stratégie. Je suis aujourd'hui manager de transition, certifiée IFMT, et je mets vraiment mon expertise en développement de business et de talent au service des organisations dans leur transformation. Je suis intimement convaincue qu'on peut faire mieux et de manière plus durable et plus responsable ensemble. Et c'est pour ça que je mets vraiment mon focus sur les moments charnières de la vie des talents. Alors bonsoir à tous, moi je suis donc Vanessa, je suis ravie d'être là ce soir. Moi je ne suis pas du tout manager de transition. Ça va. Moi je viens en fait j'ai accompagné pendant plusieurs années des grandes entreprises dans la distribution, les produits de grande consommation, sur leur processus d'innovation de produits et de services. J'ai été du coup confrontée à des équipes pluridisciplinaires qui englobaient toutes les fonctions de l'entreprise et qui pour certaines, vivaient des moments un petit peu difficiles quand certains collaborateurs devaient sortir de poste. D'où, à un moment, on a vécu cette rencontre avec Isabelle, de partager en fait ces constats et de se dire qu'il fallait faire quelque chose. Moi, en plus de ça, j'aime beaucoup les pas de côté, hein, et donc du coup, j'allie des outils tels que le Lego Service Play, qui sont des outils qui permettent justement de faire ce pas de recul et de regarder les situations un petit peu différemment, les situations complexes et un peu moins complexes, un peu différemment. Et l'objectif étant toujours en fait de pouvoir accompagner et l'individu et le collectif dans créativité, agilité et le faire différemment. Et donc ce soir, on est super ravis de vous parler en fait de ce que sont en fait les situations de retour en poste après des longues absences.
parce que ce sont des pas de côté, en fait, finalement. Et comment les adresser, c'est aussi le volet vraiment sociétal de la RSE, en tout cas un petit bout de ce volet-là. J'ai une première question pour toi, Vanessa, que l'auditoire sans doute se pose. Pourquoi retour à bord, justement? Alors, pourquoi retour à bord? Retour à bord, en fait, c'est beaucoup d'observations. Comme je vous l'ai dit, quand on s'est rencontrés avec Isabelle, évidemment, on a fait comme dans toutes les rencontres, on a partagé nos parcours, ce qu'on avait vécu, ce à quoi on avait été confrontés. Et puis l'une et l'autre, en fait, on avait été confrontés dans nos différentes expériences à justement ces parenthèses dans la vie des collaborateurs qui géraient des situations au sein des organisations qui étaient complexes, mais pour les collaborateurs aussi très très difficiles à vivre. Et du coup, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a acté du fait qu'il fallait faire quelque chose pour ces retours en poste après des longues absences. Mais comment faire? On est parti en observation, en fait. On est allé rencontrer des dizaines de personnes, de managers, de RH, des équipes, des personnes qui vivaient en fait les retours en poste de ces collaborateurs et surtout des personnes qui vivaient vraiment en fait ces absences de longue durée. Et donc là, on va vous partager les exemples de Elena et Antoine. Alors, Elena, pour vous raconter la petite histoire d'Elena, Elena, elle est revenue en poste dans son organisation en février, après 4 mois de congé maternité. Alors, congé maternité, vous me direz, oui, congé absence de longue durée. Ouais, en fait, une absence de longue durée, c'est 3 mois. Donc, un congé maternité, c'est une absence de longue durée. Et ça génère quoi? Ça génère des questionnements, ça génère une parenthèse en fait dans l'expérience de cette collaboratrice, Elena en l'occurrence, qui génère quelque chose en fait aussi au sein de son organisation. C'est que Elena, quand elle est revenue, finalement, elle n'a pas retrouvé réellement la situation quand elle est exactement similaire à celle qui existait en fait dans son organisation quand elle était partie. Quand elle a annoncé sa grossesse, son manager l'a accueillie très positivement en lui disant super, génial, parfait. Donc elle est partie sereine, très sereine en congé maternité. Elle a vécu quelque chose d'un peu particulier puisqu'elle était dans une parenthèse de parentalité qui fait qu'elle n'était pas dans ce flot de la vie de l'entreprise. Et quand elle est revenue, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne s'y est pas retrouvée. Donc, elle a pas eu en fait la possibilité, les éléments, les contacts au sein de l'organisation pour pouvoir partager que elle se sentait plus vraiment dans les clous, elle se posait des questions, elle n'a pas eu cette possibilité-là. Et qu'est-ce que ça a généré quelques mois plus tard? Elle a fini par se mettre, elle, dans une situation de gros stress pour se dire, finalement, je vais partir. Donc, en fait, le constat de ça que je voulais vous partager, c'est que Elena, elle a été pendant quelques mois pas sereine dans sa conciliation vie professionnelle, vie personnelle, parce qu'elle s'est dit, en fait, il vaut mieux que je parte. Donc, elle s'est mise dans une pression incroyable de chercher un autre poste. Et son organisation, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mis 1 an à retrouver un talent avec les mêmes compétences que Elena et à former cette personne-là. Il lui a fallu 7 mois pour mettre cette personne-là au même niveau que Elena ne l'était. Je voulais juste sur ce constat d'Elena, on continuera bien évidemment après, mais Isabelle, je te laisse présenter Antoine. Oui, je voulais vous parler d'Antoine. J'ai échangé avec Antoine il y a quelques mois maintenant et qui vraiment m'a confié de manière très spontanée et avec beaucoup de confiance d'ailleurs. Il me dit, voilà, j'étais surinvestie dans mon travail, mais vraiment, je me croyais invincible. Ce sont vraiment ces mots. Et il me dit, j'avais tellement la tête dans le guidon que j'ai rien vu venir. Et un matin, j'ai pas pu me lever. Et alors, ça a généré énormément de culpabilité et aussi une incompréhension vraiment de son manager et aussi des équipes. Et c'est vrai qu'il me confie combien il aurait aimé avoir été accompagné dans cette période vraiment très difficile. Il a été arrêté 5 mois pour burn-out.
On parlait tout à l'heure justement de ce phénomène très prégnant et de plus en plus important, effectivement. Et il a très très mal vécu son retour au travail. Parce que, effectivement, cette incompréhension de sa hiérarchie et une équipe complètement dépassée, s'en sont suivis d'autres arrêts maladie, ce qu'on a coutume d'appeler des arrêts maladie perlés, et une incapacité pour lui à gérer le quotidien de ses tâches, à tel point que, ne sachant plus comment faire, il est parti. Il n'a eu d'autres alternatives, enfin selon lui, il n'a eu d'autres alternatives que de partir. Et c'est vrai, comme pour Elena, son entreprise a mis énormément de temps à le remplacer et ça a engendré des gros dysfonctionnements organisationnels et aussi de fortes tensions dans l'équipe qui déjà avait été en surcharge aussi mentale du fait de tous ces arrêts perlés. Et on parlait burn-out tout à l'heure, il y a un autre chiffre qui est quand même éloquent, c'est que le coût du burn-out en France, ça pèse quand même entre 2 à 3 milliards d'euros par an. C'est quand même énorme et souvent c'est pas adressé. Et justement parce que dans un cas sur deux, et ça aussi c'est un chiffre quand même qui est très éloquent et issu du baromètre de l'absentéisme, dans un cas sur deux, aucune action n'est mise en place au retour en poste après une longue absence. Quand on parle de longue absence, c'est une absence de plus de 3 mois. Donc ça va être congé maternité, congé parentalité, ça va être burn-out, ça peut être retour d'expatriation, maladie bien évidemment, enfin toutes les absences de plus de 3 mois. Donc il y a quand même, dans un cas sur deux, rien n'est mis en place. Et c'est pour ça qu'on a créé Retour à bord, pour vraiment aborder ce volet sociétal et puis aborder ce sujet qui est encore trop peu adressé par les organisations. Donc on s'empare justement de ce sujet pour faire différemment et accompagner différemment ces retours en poste après des longues absences. J'ai une autre question pour toi, Vanessa. Encore une autre, parce que Retour à bord, ça évoque le bateau, l'équipage. Tu peux expliquer pourquoi on a choisi ce nom ? Alors, pourquoi Retour à bord ? Parce que justement, on voulait parler d'équipage, en fait. Quand on vous a exposé les histoires d'Elena et de Antoine, on parle vraiment des collaborateurs qui ont vécu cette parenthèse, en fait, dans leur expérience et qui sont sortis de leur entreprise à un moment. Et ça génère énormément de culpabilité. En fait, ça, c'est un des premiers éléments que toutes les personnes qu'on a rencontrées nous ont fait remonter. C'est la culpabilité de se dire « je n'ai pas été là, je n'ai donc pas géré tout le bazar que toutes mes équipes, que l'équipe autour de moi a géré et a pour certains en fait pris en charge du coup pour pallier à l'absence de ce collaborateur ou de cette collaboratrice. Et en fait, au-delà de ça, nous, on avait en face, on a aussi interrogé finalement les managers, les équipes. Donc, on avait des gens qui en face nous parlaient de la même culpabilité, de ce même mot de culpabilité, mais sur d'autres pans. En disant, moi, en tant que manager, en fait, je me sens hyper coupable parce que je ne savais pas comment faire. En fait, je n'ai pas réussi, j'avais pas les éléments pour réussir à écouter ce que ma collaboratrice avait à me dire quand elle est revenue de congé maternité. Je ne savais pas comment faire. Et l'équipe, en face, pareil, de dire, on ne sait pas tellement comment réaccueillir. On aimerait tout faire pour que la personne se sente bien, parce qu'on voit bien que Antoine, de retour de burn-out, il marche sur des œufs. Il ne sait pas trop, il veut pas trop en parler, ce qui est normal. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de tabou non plus si la situation faisait que malheureusement, ça lui est arrivé. Et donc, du coup, face à ça, on a vraiment, en reprenant tous ces éléments, on s'est dit, mais en fait, on parle vraiment d'un équipage là. C'est pas une personne telle qu'on la regarde en se disant, cette collaboratrice, elle a eu cette parenthèse et donc on a juste le cas de cette personne-là à gérer. Non. En fait, c'est vraiment un équipage. Et dans le sens équipage, c'est autour toutes les parties prenantes. Et je crois que Laurence ou Hélène le mentionnaient tout à l'heure sur le côté vraiment toutes les parties prenantes autour. Oui, on ne va pas s'adresser exclusivement à la personne en fait qui a vécu cette situation parce qu'en fait, il y a tout un écosystème.
qui a généré aussi cette situation et qui génère en fait ensuite. Et donc, retour à bord, c'est parce que ça nous paraissait presque une évidence, et c'est arrivé un peu comme une évidence de se dire, bah oui, effectivement, pour adresser le collaborateur, pour adresser le manager, pour adresser l'équipe et les RH et toutes les autres parties prenantes de l'écosystème organisation, on parle vraiment d'un équipage. Et on voulait aussi Jouer un peu. partager. Ouais. Jouer un peu. En fait, avec Vanessa, on aime beaucoup faire des petits pas de côté, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on aime aussi les chiffres qui sont très parlants. Et c'est vrai que, comme on vous l'a dit, on adresse le volet social de la RSE, et renforcer ce volet social, ça permet de décupler mobilisation, engagement. Et on a première question à vous poser. Au-delà de 3 mois d'absence, combien pensez-vous combien de salariés restent mobilisés? Est-ce que c'est 62%, 42%, 58% ou 31%? Alors, vous pouvez lever la main, 62%. par exemple. Non, il n'y a pas de candidat pour 62. Ok, 42%. Ok, 3, 4, 5. 58%. 31%. 31. Un peu plus nombreux. Hein. C'est la team, effectivement, 31%. Et c'est fou parce qu'on le sait et on l'a vraiment éprouvé. C'est-à-dire que renforcer le volet social de la RSE, c'est agir directement sur la mobilisation et sur l'engagement des collaborateurs. Et quand on voit ce chiffre-là, on se dit qu'il faut vraiment agir sur ce volet social-là. Alors du coup, comme on aime bien jouer, comme disait Isabelle, on a une deuxième question. En fait, il y a des entreprises, de plus en plus d'entreprises qui font le choix justement de cette expérience collaborateur et de mettre en place une expérience collaborateur. On se fait enfermer en même temps. Pour une expérience collaborateur. selon en fait, justement, ces entreprises qui font le choix de mettre en place une expérience collaborateur, donc ou à des moments charnières, ou vraiment pour accompagner en fait tout ce qui se passe durant en fait la vie du collaborateur au sein de leur organisation. Combien ont-elles de chances en plus de retenir leurs salariés? Alors le premier, c'est facile, 0, parce qu'il y en a qui se disent que c'est 0. Non, ok, pas de candidat. 1,7 fois plus de chances. Non. 5,1. Non plus, ok. En fait, sur 3, 5,1, d'accord. 3,2. Allez, moi, je reste là. 3,2. Vous êtes un tout petit peu pessimiste, excusez-moi. On est, en fait, c'est 5,1. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai levier de rétention et du coup, de performance, mais surtout de rétention, de fidélisation des collaborateurs en mettant en place une expérience, un accompagnement sur l'expérience collaborateur. Alors, un dernier quiz. Là, on parle de satisfaction client. Et là, c'est vraiment important parce qu'on parlait de performance tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette expression de symétrie des attentions. C'est-à-dire ce qui se joue en interne se voit et s'expérimente aussi en externe. Ça, voilà. J'ai été très longtemps directrice commerciale et on le voit très bien. Et donc, cette question concernant la satisfaction client, c'est combien de chances ont, en plus de satisfaire leurs clients, les entreprises qui font le choix d'une vraie stratégie d'expérience collaborateur? Est-ce que c'est 0%? Est-ce que c'est 2,4 fois plus? Est-ce que c'est près d'une fois plus ou 1,2 fois plus? À votre avis, plus de chances? Donc, vraiment en symétrie des attentions. On n'a qu'à dire que on va pas se faire avoir. Et oui, c'est ça qui est quand même fou. Quand vous prenez les différents chiffres qu'on vous a montrés, entre effectivement l'engagement, la mobilisation, l'expérience collaborateur, agir sur ces périodes que l'on dit charnières, plus la satisfaction client, il y a vraiment du travail à faire, d'autant que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un cas sur deux, aucune action n'est mise en place. C'est pour ça que nous sommes là ce soir.
Absolument. C'est pour ça que j'ai envie de te poser une autre question. Avec grand plaisir. Comment Retour à bord en fait peut répondre au volet social de la RSE? De quelle manière? Est-ce qu'il l'aborde? Est-ce qu'il y répond? Ben oui, oui, il y aborde. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs dimensions pour y répondre. Et nous, on a choisi vraiment d'adresser les périodes charnières. On pense vraiment, nous, que c'est un pas nécessaire. Et pour illustrer cela, on avait deux use cases. Donc le use case parcours parentalité, que je vais te laisser présenter, et je rebondirai sur le parcours post-burnout. Alors, pour faire le lien toujours avec l'histoire d'Elena, on accompagne en ce moment une ETI qui a été confrontée à plusieurs cas de congé maternité à peu près en parallèle et qui a fait le choix de se dire, OK, en fait, on a une vraie expérience collaborateur à mettre en place à ce moment-là. Il se trouve qu'ils mettent en place aussi un congé maternité un peu plus long, alors pas de la même durée que le congé maternité, mais un peu plus long. Ils font cette expérience-là et donc ça a été le bon moyen en fait, le bon moment plutôt de mettre en place un parcours parentalité. Alors comment ça finalement ça se concrétise? Ça se concrétise par un parcours qui est orienté sur le collaborateur, la collaboratrice, surtout les collaboratrices qui vivent en fait ces retours en poste après les 4-6 mois, voire un peu plus longue durée de congé maternité, pour vraiment identifier en fait, se poser en fait sur la projection, sur les nouvelles envies et la capacité d'assertivité à partager en fait ça pour identifier potentiellement un nouveau poste au sein de la même organisation. Mais ça se manifeste aussi par un autre pan qui va être l'accompagnement justement des managers et des autres parties prenantes. Donc les RH aussi, parce que il se trouve que là dans cette entreprise en fait, comme toutes les fonctions RH dans les entreprises de taille moyenne, ils sont débordés par énormément d'administratifs et de moments collaborateurs. Et ce moment-là, il n'est pas forcément adressé. Donc, nous, on a pris en fait le relais en fait par rapport à ça. Et on a construit, en plus de ça, un parcours en fait qui est vraiment un groupe en fait de pairs où se retrouvent 1 à 2 fois par mois les pères, les mères qui ont vécu cette parentalité et où on va aller travailler ensemble sur tous les apprentissages de cette période. Et ça, on y reviendra un petit peu, mais tu vas l'illustrer aussi, donc je te laisse partager sur le cas burn-out. Alors le cas burn-out, là, on a vraiment, et on est toujours en train d'accompagner une entreprise vraiment de grande taille, à dimension internationale, avec un contexte vraiment difficile. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte de business très chahuté, avec un outil de production qui est vraiment défaillant, ce qui entraîne effectivement des retards dans la livraison des clients, donc des signaux forts d'insatisfaction client et déjà des pertes de contrats, une surcharge mentale aussi importante des collaborateurs et, chose quand même assez qui nous a vraiment surpris, plus de 10 burn-out dans les 18 derniers mois. Donc on s'est dit là, il faut vraiment agir et l'objectif c'était vraiment de redonner de l'énergie, de redonner aussi à l'organisation une impulsion et puis aussi d'accompagner et de soutenir le retour au travail de ces personnes post-burnout. Donc on a vraiment conçu un accompagnement à la fois individuel et collectif. En individuel, on a accompagné les collaborateurs en souffrance. C'était important de lever les croyances limitantes, de leur faire prendre conscience de leurs forces, de lever le tabou du burn-out, parce que c'est vrai que c'en est un, et c'est important de libérer la parole. On a aussi accompagné les managers de ces personnes parties en burn-out, parce que comme on le disait tout à l'heure, et même dans le cas d'Antoine, souvent les managers sont démunis et n'ont pas les clés. Donc c'est important effectivement de leur donner les clés pour apprendre de la situation. On a épaulé le donneur d'ordre qui était effectivement les RH. Et comme pour le parcours parentalité, et ça a été excessivement puissant, on a fait un groupe post-burnout avec effectivement toutes les personnes revenues à des périodes différentes, mais pour justement qu'elles échangent ensemble, qu'elles libèrent ensemble la parole
qu'elles apprennent des expériences vécues. Parce qu'on en parlera plus tard, effectivement, on reviendra sur les soft skills et sur toutes les compétences douces qu'on peut apprendre dans tous les moments charnières de vie, qu'ils soient plus ou moins heureux. Mais il y a toujours des apprentissages qui sont vraiment très intéressants à infuser dans le collectif. Donc ce groupe a été vraiment excessivement puissant et a infusé effectivement vraiment une énergie sur toute l'organisation. Et c'est vrai qu'on voit déjà des résultats avec une énergie vraiment différente au sein de l'organisation. Et du coup, des clients qui sont en train de remonter dans les niveaux de satisfaction et une entreprise qui se sent effectivement plus vertueuse pour accompagner ses collaborateurs. Du coup, tu me voles ma question. Quels sont finalement en fait les indicateurs justement de réussite en fait de ce type d'accompagnement, comme les parcours dont on a parlé? Alors, au niveau des indicateurs de réussite, moi, il y a un sondage que j'aime bien, qui est paru récemment de BVA Human and Work, qui a vraiment interrogé les DRH européens. Et les DRH européens ont identifié 3 défis majeurs qui sont le renforcement de la cohésion interne, la reconnaissance et le sens au travail. Et justement, Retour à bord adresse ces 3 axes de cohésion, de reconnaissance, au sens au travail, l'adresse de manière vraiment globale, avec des bénéfices pour chacune des parties prenantes. C'est vrai, Vanessa, vous me disiez tout à l'heure qu'on embarquait, et c'est pour ça qu'on est dans une embarcation, qu'on est dans Retour à bord, qu'on embarque toutes les parties prenantes avec des bénéfices pour chacune. C'est-à-dire que pour le collaborateur, là, on est dans la reconnaissance, justement. C'est-à-dire se sentir reconnu, se sentir valorisé, pouvoir se projeter aussi, avoir une vision, se projeter et se sentir beaucoup plus aligné. Pour le manager, c'est lui donner des clés, lui assurer vraiment la posture adéquate et aussi lui donner les clés et les bons indices d'apprentissage. Et c'est vraiment important. Et là, on est vraiment dans le sens qu'il puisse être encore plus à l'écoute et apprendre aussi de ces situations. Parce que c'est vraiment donnant, et c'est en réciprocité. Et puis après, pour la partie, pour les RH, c'est comment limiter en fait ces pertes de talent, les absences perlées dans certaines situations. Et donc, du coup, c'est accompagner à mettre en place des moments de partage, d'échange, des process. Et sur la partie équipe, alors on y revient, mais je pense qu'on va vraiment terminer là-dessus, on reboucle, ça va marteler. Et sur la partie équipe, c'est vraiment reconnaissance aussi en fait de l'effort collectif. Et dans cet effort collectif, il y a cette notion d'apprentissage de soft skills, je crois qu'on a, de soft skills en fait qui ont pu être développés. En fait, on parlait de culpabilité tout à l'heure et je voulais juste revenir là-dessus et faire le pendant avec ce qu'on génère en fait dans les parcours et dans Retour à bord. C'est la culpabilité, elle est liée au fait que les personnes qui vivent cette situation et l'écosystème autour qui entoure cette situation d'absence de longue durée ne sait pas par quel bout prendre la situation et la plupart du temps, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas les outils, il n'y a pas la manière de faire. Et puis, il y a aussi un tabou, en fait, une liberté de parole qui n'existe pas forcément sur le sujet. En fait, comment créer un cercle vertueux? Il se crée justement par ce fil rouge que nous, on met en place par les parcours collectifs avec le focus sur des soft skills. Alors là, c'est juste quelques illustrations. Mais en fait, si vous vous projetez vous-même dans des situations de longue durée, de parenthèses que vous avez faites en dehors de votre organisation, vous découvrirez que vous avez probablement développé de la créativité, de la résilience par rapport à certaines situations, de l'adaptabilité par rapport à des situations de gestion de risque assez complexes, de la gestion des priorités. En fait, il y a plein de soft skills comme ça qui se développent en fait pendant ces parenthèses
en dehors des organisations et qui ensuite sont à réinsuffler parce que du coup, le collaborateur qui a vécu ça est générateur en fait d'un cercle vertueux qu'on peut identifier comme étant un bon moyen en fait de diffuser toutes ces soft skills ensuite au sein de l'organisation. Et pour terminer, rapidement, c'est vrai qu'avec Vanessa, on est vraiment convaincus que revenir en poste après une longue absence, c'est une vraie chance pour toutes et tous, pour ces soft skills, justement, pour tous ces apprentissages. Et c'est vrai que agir sur ces moments charnières de vie, c'est booster la confiance, c'est booster l'engagement, c'est booster la mobilisation des collaborateurs. Ça, on le voit tous les jours, on l'expérimente. Et c'est vrai que Retour à bord, c'est un programme qui allie care et performance. On a vraiment, les deux sont intimement liés, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on va au-delà de la qualité de vie au travail. C'est une vision peut-être plus large, plus systémique, justement, plus holistique, parce que c'est important d'avoir les deux. C'est important d'être sur le bien-être des collaborateurs, mais aussi, on parlait de performance encore tout à l'heure, c'est important que ça soit visible aussi au niveau KPI et indicateurs pour les différentes entreprises. Merci. Ça a été une vraie rencontre après ce beau volet social. Et pour clôturer cette belle conférence, j'ai fait appel à François Michel, pardon, qui est un dirigeant d'entreprise et qui va nous donner son témoignage sur la RSE puisqu'il s'est tenté à le mettre en place dans son entreprise. Voilà. Merci François Michel, je te laisse la parole. Merci Charlotte. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais remercier Charlotte de Cherry on the Job, Yann de Fab Group pour l'organisation de cette conférence. Vous qui êtes en face de moi en présentiel et puis tous ceux qui nous écoutent derrière leur PC et puis bien évidemment LinkedIn qui a la gentillesse de nous prêter ses beaux locaux. Donc je vais clôturer cette conférence en vous parlant d'un témoignage de mise en place de la RSE que j'ai mené très modestement. Et donc très naturellement, je vais commencer par me présenter. C'est pas très important, mais ça vous donnera quand même quelques éléments de lecture. Donc aujourd'hui, en fait, je m'occupe d'une société de portage salarial qui s'appelle Adexpert. Et je m'occupe de prescrire en fait les services d'Adexpert au sein d'une clientèle qui est précisément en fait des cabinets de management de transition, ce qu'on appelle des EMT. Donc c'est une activité de service, de prestation intellectuelle, donc je m'occupe aussi d'animer des communautés de managers. Et j'ai au préalable une expérience de 25 ans dans la conduite de cabinets ou d'offres dédiées au management de transition, c'est-à-dire qu'avant je faisais le dur métier de Charlotte. Et j'ai bien fait de changer. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas le dirigeant, mais je suis un des associés d'Adexpert. Et donc j'accompagne le fondateur, qui s'appelle Pascal, sur des projets spécifiques qui nous aident à nous structurer. Et donc j'ai participé l'année dernière à la mise en place d'un CRM marketing que vous connaissez, qui s'appelle HubSpot, qui est assez connu. Et le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en place d'une RSE via le label Lucie 26000. Quelques éléments contextuels pour vous expliquer les difficultés en particulier que j'ai rencontrées. Adexpert, on parle de quoi? On parle d'une PME. C'est une PME en très forte croissance depuis sa création. C'est une société qui est composée de 7 collaborateurs. Donc c'est vraiment une société en fait à taille humaine. C'est un chiffre d'affaires, et je les ai mis, c'est pas pour vous dire qu'on est les plus beaux et les plus forts, mais ça vous traduit en fait le contexte dans lequel cette labellisation a été mise en place. On l'a fait en 2022, et vous voyez qu'entre 2021 et 2022, on a doublé notre chiffre d'affaires. Donc on a été sur un circuit de Formule 1 pendant 1 an. Voilà, on va terminer cette année là encore avec de très bons résultats. On est adhérent d'un syndicat et d'une association, et c'est important de vous expliquer pourquoi on est adhérent de cette association et de ce syndicat.
Le portage est une activité assez décriée et donc nous on fait partie de quelques acteurs qui souhaitons y apporter un peu plus de transparence et d'éthique. Et donc c'est la raison pour laquelle on est adhérent de la FEDEPS, Association des utilisateurs du portage salarial, et du GAPS, qui est un syndicat nouvellement créé et qui regroupe des sociétés de portage effectivement qui ont dénoncé des mauvaises pratiques. Tout ça pour vous dire que le choix du label devait répondre aussi à ces critères de transparence qui sont pour nous très importants. Donc le contexte de cette mise en place de la RSE, c'est déjà en fait, on regarde en fait ce qu'on appelle nos parties prenantes. Hein, c'est des données que connaissent bien Laurence et Hélène. Donc nos parties prenantes, c'est qui? C'est nos clients. Nos clients, c'est qui? C'est des entreprises de management de transition. Ce sont des salariés portés et ce sont des collaborateurs permanents. Et donc, on est parti de quel constat? On s'est aperçu que de plus en plus de nos compétiteurs, c'est-à-dire des sociétés de portage, étaient labellisées. Et d'autre part, que les entreprises de management de transition allaient de plus en plus vers une démarche de certification. Et donc, nous, on ne voulait pas rester sur le trottoir et bien évidemment être dans le bon wagon. Et puis, bien évidemment, la RSE aujourd'hui, c'est des enjeux forts pour toutes les entreprises, les individus que nous sommes, et c'est également une attente forte de nos salariés portés en termes de transparence et d'éthique. Et donc nous, sur cette labellisation, on a en particulier beaucoup travaillé sur le volet sociétal. Le contexte, c'est quoi? La cerise sur le gâteau, si j'ose dire. C'est une première tentative de labellisation qui a été menée préalablement seule par le dirigeant, qui n'a pas été couronnée de succès. Pourquoi? Forte croissance, un dirigeant qui est très occupé, qui avait ce projet de labellisation en tête. Un jour, il y a quelqu'un qui l'appelle. « Bonjour, je suis un label de certification. Ah ça tombe bien, je vais en faire un. Venez me voir, on fait un contrat et en avant Guingamp. » Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, ça n'a pas été couronné de succès, vous vous en doutez. Pourquoi? Parce que, un, le dirigeant n'avait pas le temps, pris dans son quotidien. Deux, un acteur pas forcément pertinent, mal choisi, mal sélectionné, peu concerné en fait par notre activité, nos enjeux, dont on s'est aperçu assez vite qu'il était plus intéressé par le gain financier que la mise en place de son label. Et puis encore une fois, beaucoup de temps pour le dirigeant, donc on a perdu du temps et de l'argent. Et donc, moi j'arrive avec mes sabots, et je dis, Pascal, il faut qu'on continue. On ne peut pas rester, encore une fois, à côté du chemin. Il faut aller vers ce projet de labellisation. Donc, je convainc le dirigeant. L'enjeu, évidemment, pour nous, c'est de coller donc, à notre environnement et de profiter d'une labellisation dans un contexte de forte croissance que vous avez compris pour grandir et apprendre. Ce point-là est très important. Si on en a parlé tout à l'heure, si vous allez vers un projet de labellisation simplement pour avoir le tampon, concrètement, ça ne fonctionne pas. Et donc, quand vous allez vers ce genre de projet, vous allez avoir des retours positifs et des retours négatifs. Vous allez voir que sur certains sujets, vous êtes très mature. Et donc, ça va vous renvoyer un bon message. Et à contrario, il y a certains sujets sur lesquels vous allez voir que vous êtes très en retard. Donc, le choix du label. Là encore, c'est très important. Donc, nous, on est allé vers le label Lucie 26000 que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est la norme ISO 26000 qu'évoquait tout à l'heure, je crois, Hélène. Donc, on les a choisis. Pourquoi? Parce que on trouvait que c'était un label bien installé dans l'environnement des PME, et ça nous collait bien en termes d'ADN. PME en forte croissance. On a trouvé que c'était un label qui était structurant, et nous, c'est véritablement ce dont on avait besoin. On avait besoin, dans un contexte de forte croissance, de continuer à agrandir et à se construire et à être mieux-disant en termes de process. Un label qui recoupe les valeurs du dirigeant. Je vous parlais tout à l'heure d'éthique, de transparence, d'enjeux sociétaux. Et c'est ce qu'on va retrouver donc, au travers du label Lucie.
Et puis, donc, un label reconnu. Et Lucie est aujourd'hui un label qui est très implanté dans l'univers des PME. C'est un label qui est connu, qui est reconnu, qui nous allait bien, donc, et qui était en plus le label de certains compétiteurs importants, et un label qui était déjà présent, c'est chez un certain nombre de nos clients, que sont les entreprises de management de transition. Donc, choix du label Lucie 26000, avec en cours de route un pré-audit qui est réalisé par un cabinet indépendant. Et donc, le cabinet, nous, on l'a choisi. Ça a été Baker Tilly. Et on voulait aussi une bonne caution et une marque dans ce processus intermédiaire avant le fameux comité de labellisation. La labellisation, ça nous a pris 8 mois, pour information. Donc, c'est Bibi qui s'en est chargé. Comment ça s'est passé? Vous connaissez très certainement ce grand classique du cinéma français qui est Rocky. Rocky, pendant 12 rounds, se prend des coups, ressort la tête comme un chou-fleur, et son entraîneur lui dit « T'as pas mal, t'as pas mal. » Moi, j'ai eu très mal. Moi, j'ai eu très mal et j'ai pris des coups pendant 8 mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la RSE, c'est évidemment un sujet qui est intéressant. C'était un sujet qui était important pour nous, qui était important pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai levé le doigt pour le faire. C'est lourd, c'est extrêmement lourd, c'est chronophage. Je vais vous expliquer en quoi c'est chronophage. Et c'est très long. Donc, comment ça a commencé? Déjà, ça a commencé par une formation de 2 jours en présentiel par le label Lucie. C'est une des raisons pour lesquelles je les avais choisis, c'est-à-dire qu'avant de commencer, avec d'autres sociétés qui ont choisi ce label, vous passez 2 jours sur des cas concrets et sur la matrice que vous allez devoir déployer pour animer et développer cette labellisation. Donc, je suis tout seul, en qualité de chef de projet. Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, 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 parce que je suis tout seul. J'ai un dirigeant à côté de moi qui a évidemment qui est intéressé, mais qui n'a pas le temps. Et j'ai des collaborateurs dans l'entreprise qui sont tous très gentils, très aimables, très participatifs, mais qui sont pris dans leurs urgences du quotidien et qui n'ont pas le temps. Ça fait mal. Et donc concrètement, quand vous vous engagez sur cette labellisation, la labellisation, elle répond à 7 principes fondamentaux, dont vous avez très certainement entendu parler, que je vous répète: la gouvernance responsable, le développement local et l'intérêt général, respecter le droit des personnes, les relations et des conditions de travail responsables, préserver l'environnement, l'éthique des relations du travail, respecter les consommateurs et les clients. Bref, c'est exhaustif et c'est extrêmement long, encore une fois. Derrière ces 7 principes fondamentaux que vous retrouverez peu ou prou dans les différents labels, il y a ce qu'on appelle, en tout cas chez le label Lucie, il y a 21 principes d'action. Ces principes d'action, c'est quoi? C'est des thèmes qu'il faut justifier, documenter. Et si vous n'avez pas le document ou la procédure, il faut la construire, il faut l'élaborer et il faut le faire avec un rétro-planning et donc un engagement. Ces 21 principes d'action, ils sont subdivisés dans 70 autres thèmes qui sont ce qu'on appelle des tirs, des types d'investissement responsables. Et donc là encore, ces fameux tirs, vous devez les consigner, les renseigner et vous devez vous engager. Donc, c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement compliqué quand vous êtes, ça a été mon cas, le seul, avec le quotidien à assurer en parallèle dans un contexte, comme vous l'expliquez, de forte croissance. Juste pour illustrer mon propos, nous, notre métier, c'est de gérer du téléphone, c'est de gérer des mails. La semaine dernière, Pascal, le dirigeant, m'appelle et me dit: François Michel, j'ai battu mon record, j'ai fait 187 appels en une journée. J'en ai moins, mais tout ça pour vous dire, il y a le quotidien, il y a la labellisation, et donc il faut jouer plus que des coudes pour pouvoir
à la fois assurer le quotidien et puis, bien évidemment, progresser dans cette labellisation. Et puis, bien évidemment, on a connu des difficultés pour sensibiliser les collaborateurs à notre démarche, alors qui sont des collaborateurs bienveillants, comme on dit, qui sont participatifs, qui n'ont pas un mauvais esprit, mais qui sont pris dans leur quotidien et leurs enjeux de tous les jours. Et donc, votre urgence n'est pas forcément la leur. Donc, il faut jouer avec ça. Alors, j'arrive sur la partie résultats. On a eu des bonnes surprises, comme je vous le disais tout à l'heure, des mauvaises et des bonnes. Les bonnes surprises, c'est que finalement, il y a des sujets sur lesquels on pensait être très en retard. Et finalement, on était assez mature parce qu'on avait un certain nombre de procédures et de prérequis. On pensait être notamment en retard sur des sujets qui sont importants pour nous, pour nos collaborateurs permanents, la QVT, le télétravail, le droit à la déconnexion, le droit des personnes, l'investissement local, l'insertion, les mécénats, dons, et toutes les informations qu'on donne tous les jours à nos salariés portés. Et tout ça, en fait, c'est le socle de notre activité et on était au rendez-vous. Les points sur lesquels on n'était pas forcément au rendez-vous, ou en tout cas, il y avait des axes de progrès qui étaient extrêmement importants, c'était les enjeux de RGPD. On avait les standards minimums, mais très clairement, Lucie a mis en exergue qu'on avait encore des progrès à faire sur ce domaine, et donc on a mandaté un cabinet d'avocats qui depuis nous accompagne sur le sujet et nous a fait très concrètement progresser. Aujourd'hui, au sein d'Expert, la démarche de RSO et de RSE, eh bien, au final, elle est complètement intégrée à notre stratégie globale. On a une démarche qualité qui a été renforcée, et donc aujourd'hui, effectivement, on évalue nos prestations auprès de nos salariés portés. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément en fait, avant, et donc c'est automatisé aujourd'hui chez Adexpert. On réalise un bilan et un diagnostic carbone qui est en cours. Comme vous l'avez compris, on n'est pas une société industrielle, on ne transforme pas de matière, on ne produit rien. Donc voilà, c'est moins. Il y a des enjeux moindres que dans une entreprise comme Chanel, par exemple, où on va transformer de la matière, j'imagine, où il y a des usines. Nous, ce n'est pas notre cas. Encore une fois, c'est de la prestation intellectuelle. Et puis au sortir de cette labellisation, en fait, on ressort avec une société qui est beaucoup plus structurée, en tout cas qui s'est améliorée dans ses process, avec des process qui sont renforcés et des risques mieux maîtrisés. Je vous parle à l'instant de la RGPD. Il y en a un certain nombre d'autres pour lesquels le label en fait, nous a pointé le doigt sur des risques. Et donc, on a beaucoup travaillé dessus. Et donc, au sortir de cette labellisation, on est une société plus solide. Donc, si j'avais une conclusion à faire, vous voyez, j'ai connu Laurence et Hélène pendant cette conférence. Si je les avais connus avant cette labellisation, sans doute que j'aurais fait appel à leur service. Vous avez aujourd'hui sur le marché des cabinets qui sont très agiles, qui sont capables de construire en fait des interventions avec des gens dont c'est véritablement le métier. Moi, vous avez compris que c'était pas mon métier. Je suis un commercial, donc je suis pas très intelligent. Mon métier, c'est d'aller prescrire de la prestation de service, de parler à des managers de transition. Et la labellisation RSE, effectivement, ça répond à des choses très analytiques, de la procédure, de la documentation. Moi, c'est pas ma culture, hein, donc ça a été un exercice un peu contraint sur lequel je me suis aussi découvert, mais ça a été pénible en fait. Ça a été pénible. Et quand on a été labellisé en février 2023, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Plutôt que d'ouvrir la bouteille de champagne, ça a été ouf, enfin c'est terminé. Et en fait, c'est pas le bon sentiment que je devrais avoir, en fait. Voilà, je fais cette petite aparté. Donc voilà, la labellisation, en fait, on l'a obtenue effectivement le 24 février dernier, au premier round. Voilà, on aurait pu être retoqué, on l'a eu au premier round, donc il était content. On a une image aujourd'hui qui est renforcée dans notre écosystème et chez nos parties prenantes.
on communique sur notre labellisation. On a des cabinets aujourd'hui qui sont nos clients qui nous demandent de plus en plus si on est labellisé. Et cette labellisation aujourd'hui, elle correspond aussi à une ambition d'un expert qui est d'aller développer nos prestations au-delà des cabinets, aussi directement vers des entreprises. On passe par les fourches coding des achats, et les achats, immanquablement, nous demandent « sortez-nous votre labellisation ». Et donc, on l'a. Comme je vous l'ai dit, on a réalisé beaucoup de progrès, effectivement, sur la politique RGPD, sur un certain nombre de documentations qui nous permettaient de mieux onboarder à la fois nos collaborateurs permanents et nos salariés portés. On a beaucoup travaillé sur les documents d'entretien annuel, d'évaluation, de fiches de poste, de grilles de salaire, de bonus, de sondage collaborateurs, autant de sujets pour lesquels, en fait, société en forte croissance, on faisait les choses un peu au micro, et tiens, ton bonus cette année, ça va être ça, t'es content? Oui, je suis content. Voilà, aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est beaucoup plus normé et installé. Et donc, au sortir de cette labellisation, si j'avais très modestement quelques recommandations à vous donner, communiquer, c'est une, bien évidemment, de bien choisir votre label, et un label qui soit adapté à la taille de votre entreprise, à votre activité, le temps que ça va vous prendre et à ce que ça va vous demander, en fait, comme temps et comme ressources à l'intérieur pour mener cette labellisation. Deux, c'est de plus communiquer au niveau des collaborateurs permanents sur l'intérêt de cette labellisation et ses impacts. Et sans doute que moi, je ne l'ai pas suffisamment fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai galéré, que ça a pris du temps. Et pourtant, j'ai des gens autour de moi qui sont, encore une fois, tout à fait gentils. Le troisième point, ne partez pas seul sur un sujet de cette importance. Faites-vous aider. Moi, personne ne m'a aidé. Je me suis aidé tout seul, si j'ose dire. Et donc, j'aurais été sans doute... on serait allé plus vite. On aurait gagné beaucoup plus de temps si on a vu quelqu'un à notre côté et on aurait pu se l'offrir. Voilà, je ne connais pas les honoraires d'Hélène ou de Laurence, mais je pense qu'on aurait pu se l'offrir et on aurait gagné du temps. Et voilà, ça demande encore une fois beaucoup de méthodologie et ça demande beaucoup de disponibilité. Et donc au final, je dois vous dire qu'on a été labellisé. Bravo. Merci. Merci François Michel pour ta transparence. C'est important d'avoir des témoignages, ce qui nous permet de dire que oui, effectivement, il faut de la technique, il faut de l'expertise, il faut des managers de transition pour aborder ces